Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Voici les titres de cette édition. Les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 ont démarré ce lundi 3 juillet sur l'ensemble du territoire national. Ils sont exactement 242 910 candidats qui prennent part à ces épreuves. Le 29e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouvert aujourd'hui à Addis Abeba en Éthiopie. Le président de la République Alassane Ouattara prend part à ce sommet qui traite de questions relatives à l'épanouissement de la jeunesse africaine. L'Arabie Saoudite et ses alliés, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont annoncé ce lundi matin avoir décidé à la demande du médiateur koweïtien dans la crise du Golfe de prolonger de 48 heures l'ultimatum fixé au Qatar. Le président de la République Alassane Ouattara a pris part ce lundi 3 juillet à la cérémonie d'ouverture du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Une rencontre au sommet placée sous le même thème que la réunion de janvier, à savoir tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Les chefs d'État et de gouvernement ont ainsi entendu le rapport d'étape du président tchadien sur le thème du sommet. La réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine figure également au menu des travaux de ce 29e sommet. Et nous allons écouter le président de la République Alassane Ouattara qui se prononce sur la question de la transformation du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, en une agence de développement. En ce qui concerne le NEPAD, c'est de transformer le comité de chefs d'État et de transférer tout ça en une agence auprès du président de la Commission pour plus d'efficacité. Et nous avons donné notre accord parce qu'il faut rechercher l'efficacité dans le fonctionnement donc de notre union. Et ce faisant, j'ai insisté pour qu'il y ait une coordination avec la Banque africaine de développement, parce que la Banque africaine de développement, c'est notre outil de financement. Et ils ont tout de même des experts, ils ont des départements sur les questions d'infrastructure, d'énergie, et ainsi de suite. Et par conséquent, c'est également une bonne réforme. Peut-être qu'à l'avenir, il faudrait voir comment les chefs d'État peuvent être associés à un examen périodique de toute cette évolution. Donc voilà, je dois dire que ce sommet est un très bon sommet. Voilà, autre titre de cette édition, les épreuves écrites du baccalauréat session 2017 ont démarré ce lundi 3 juillet sur l'ensemble du territoire national et ils sont exactement 242 910 candidats qui prennent part à ces épreuves qui consacrent la fin des examens à grand tirage. Rendons-nous tout de suite à Boaké pour voir comment se déroulent ces épreuves. Démarrage des épreuves écrites du baccalauréat session 2017. Il est 7h35. Nous sommes au lycée Djedji à Mondi-Pierre dans la commune d'Adjamé. Pour accéder à ce centre de composition, vérification des pièces d'identité et des convocations. Sur le mur, une mise en garde contre la tricherie, comme pour interpeller les candidats. Il n'y a pas encore eu d'incident. Les élèves ont respecté les consignes, les portails sont fermés, les sacs sont disposés à un endroit sécurisé et je crois qu'ils ont compris, ils ont pris conscience de l'enjeu du bac. Au Collège moderne du Plateau, l'heure est à la concentration. Dans ce centre compose également pour ces épreuves écrites du baccalauréat des candidats sous-muets, malvoyants et non-voyants. Vu mon état, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai bravé toutes les étapes pour arriver ici. Voilà, donc c'est un plaisir pour moi d'avoir ce diplôme. Je suis sûr de moi que ce que j'ai fait me donnera un résultat vraiment parfait. Ils sont plus de 240 000 candidats sur l'ensemble du territoire national à prendre part à ces épreuves écrites du baccalauréat session 2017. Les résultats sont prévus pour le 25 juillet prochain. Un reportage de Godefroy Okambawa et Adrienne Grace Kando.
Voilà, après Abidjan, voilà les images de Mont, et c'est avec Herve Boué et Tao. Dans cette localité, les épreuves se déroulent également dans de bonnes conditions, en présence des autorités de la région. Voilà, même son de cloche également à Bouaké. Vous aurez les images de nos reporters dans l'édition de 20h, également à Bouaké. Voilà, vous voyez la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique pour le tirage. Voilà, les épreuves se déroulent bien et même très bien dans la capitale de la région de Gbeke. Créée depuis 1957, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bouaké, Ngatakro est la toute première administration du primaire de la région de Bouaké. Elle a célébré ses 60 ans sous le sceau de la reconnaissance des anciens dirigeants de cette inspection et pour la bonne marche de l'école à Bouaké. Hassan Khan, Charles Tatou, RTI Bouaké. Créée en 1957, l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire Bouaké Ngatakro est la toute première administration du primaire de la région de Gbeke. Elle a fait naître 9 autres IEP dans les autres quartiers de la commune et villes de la région. De tout temps, cette IEP s'est faite remarquer par une amélioration de ses résultats de fin d'année. De 62% en 2012, ces résultats passent aujourd'hui à plus de 80%. Le taux de réussite est acceptable, mais nous souhaitons aller encore au-delà. La difficulté majeure de l'IEP Ngatakro, c'est le manque de moyens de mobilité. Les responsables actuels ont décidé de célébrer les 60 années de l'existence de cette IEP. Occasion également pour eux de témoigner leur reconnaissance à leurs prédécesseurs, les anciens inspecteurs qui ont œuvré pour la bonne marche de l'école à Bouaké. Enseigner n'est pas facile. Et c'est l'occasion pour moi, en tant que directeur des COGES, d'appeler les parents à se mobiliser davantage autour de l'école. Un défilé a marqué cette célébration. La récompense de 17 enseignants admis à faire valoir leur droit à la retraite et un écriteau pour la prospérité dévoilée ont ponctué cette célébration. Allez, toute autre chose à présent aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans sac plastique. À l'occasion de cette journée, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Oloto, invite les populations à avoir un regard attentif sur les dégâts causés par l'usage abusif des sacs plastiques. Adrienne Grascando. Plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans et menacent notamment les ressources marines et le tourisme. Selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, en Côte d'Ivoire, plus de 200 000 tonnes de sachets plastiques sont produits, utilisés et déversés dans la nature. Ces déchets sont dangereux pour l'environnement. Ils augmentent la fréquence de certaines maladies, telles que le paludisme, les diarrhées. Ils sont même impliqués dans la survenue de certains cancers, des fausses couches et de l'infertilité masculine. Enfin, ils dégradent l'aspect de nos villes et compromettent le tourisme et le développement économique. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le coût des dommages de ces déchets plastiques sur les écosystèmes, le tourisme et la pêche est évalué chaque année à environ 7 616 milliards de francs CFA dans le monde. Devant cette situation dramatique, un courant mondial visant à interdire les sachets plastiques ou à contrôler leur utilisation est apparu. Notre pays s'est résolument inscrit dans cette dynamique en interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sur l'ensemble du territoire national. Cette décision courageuse du gouvernement place la Côte d'Ivoire au rang
des pays engagés pour un monde sans sachets plastiques. Le gouvernement, en plus de la sensibilisation, compte renforcer les contrôles des unités de production et de distribution. L'objectif est d'amener la population à se détourner des sachets plastiques au profit des sacs. La commune de Divo est la ville qui a été choisie pour abriter le lancement officiel de la 5e édition de l'opération Grand Ménage. C'était samedi dernier. Restons avec Adrienne Grascando. Divo, dans la région du Lot-du-Bois, il est 7 heures et Rita est déjà à la tâche. Elle tente de rendre propre son cadre de vie. Chaque jour, je balaye l'endroit où je vends, je rends l'endroit propre parce que la propreté fait partie de la santé. Rendre la vie propre, c'est mieux. Vivre dans un environnement sain, c'est le choix de Rita, comme d'ailleurs celui du gouvernement ivoirien, qui met le cap sur la ville de Divo pour la 5e édition de l'opération Grand Ménage. Cette action vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Dans cette localité, le Grand Ménage a été marqué, entre autres, par la démolition d'une usine de fabrication de savon communément appelée Kabakrou, le balayage des grandes artères, le désherbage des espaces verts et le curage des carnivaux. Des endroits passés au peigne fin par la population et les autorités. De gros efforts ont été réalisés à Divo, je m'en félicite, mais il reste de grands défis à relever. Il y a encore quelques poches de résistance à Divo. Nous l'avons vu avec l'installation anarchique de certaines activités dangereuses, dont les activités donc, de confection de savon artisanal. Et cela donc, ne peut être réalisé sans qu'on ne tienne compte de l'impact social et environnemental. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous soutenons l'initiative de la mairie qui a donc identifié un site dédié à ce type d'activité. Nous nous engageons dans l'opération Grand Ménage parce que nos populations doivent vivre dans un environnement sain. Madame la ministre a annoncé qu'il va y avoir un concours au niveau national et je suis convaincu que la région de Lot-du-Bois va remporter ce concours-là. Maintenir le cap de la propreté, des engagements pris par les différents mouvements et associations de Divo à travers des messages de sensibilisation. On a décidé aujourd'hui de faire la sensibilisation auprès de nos sœurs commerçantes pour ne plus jeter les ordures n'importe comment. Et puis les sachets plastiques, qui est vraiment un méfait, nous allons lutter pour que désormais ça diminue, ça ne peut pas finir. Installation du comité de salubrité de la région du Lot-du-Bois, remise d'attestations aux ambassadeurs de la salubrité et du matériel de propriété, avec l'appui du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, ont constitué quelques temps forts de la cérémonie. Nous intervenons principalement dans l'appui aux collectivités. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour participer à l'action commune de sensibiliser toute la population de Divo. La gestion des déchets est un peu difficile, mais il faut, avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'efforts, que les populations se joignent à Monsieur le maire pour faire ce travail relativement difficile. La 6e édition de l'opération Grand Ménage sera consacrée à la Semaine nationale de la propriété, prévue pour se tenir du 11 au 15 juillet prochain dans le district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Le Premier ministre a mis en marche la première des 4 turbines du barrage hydroélectrique de Soubré. Par ce geste, Amadou Gon Coulibaly a injecté les premiers kilowatts de cet ouvrage d'une capacité totale de 275 MW construit par la Chine dans le système de distribution électrique, ce qui va permettre de réduire le déficit énergétique de la Côte d'Ivoire. Revenons sur les étapes de la réalisation de ce projet avec Lanciné Bakayoko. C'est en janvier 2013 que l'accord de prêt pour le financement du projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, connu sous le nom de barrage de Soubré, a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire et Exim Bank Chine. Estimé à 331 milliards de francs CFA et financé à hauteur de 85% par Pékin et 15% par la partie ivoirienne, il comprend 2 volets. 281 milliards de francs CFA pour la construction du barrage et des cités, 50 milliards de francs CFA pour les mesures environnementales et sociales ainsi que pour la maîtrise d'œuvre. Je me félicite des recommandations du récent séminaire national sur l'énergie
qui ambitionne de tracer les sillons devant faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de l'Afrique au sud du Sahara à l'horizon 2020. Le premier coup de pioche lancé le 25 février de la même année par le chef de l'État, Alassane Ouattara, marque le démarrage effectif des travaux de construction. Sur la base de l'étude d'impact environnemental et social, le gouvernement a fixé les conditions de déplacement, de relocalisation, d'indemnisation et de compensation des populations affectées par le projet. Les paiements ont démarré en 2013. Tous les engagements ont été tenus. Il y avait initialement, dans le cadre de ce projet, 3 villages qui avaient donc à déplacer. Il y a donc 2 qui ont été déplacés et entièrement relocalisés. C'est les villages de Kwamekro et Peyri. Actuellement, nous travaillons sur la construction des maisons de Kopéradji. L'électrification des villages riverains au projet, la construction d'infrastructures de base telles que les marchés, les logements, les écoles, les centres de santé sont des acquis que les populations ne boudent pas. Mon village, c'est Kopéradji. Aujourd'hui, c'est le problème de barrage qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes ici. Vraiment, on nous a enlevés là-bas. On est venu ici, ça se passe bien, c'est propre. On est là, on attend. S'ils finissent le nouveau village, on va aller là-bas. De nombreux autres projets sont prévus, entre autres la création d'activités génératrices de revenus au profit des populations dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et du tourisme. La préservation de l'écosystème aura été une des priorités du gouvernement. Vous savez, avec la mise en eau du barrage, il y a un certain nombre d'écosystèmes qui vont être donc détruits, n'est-ce pas, avec tout ce qu'il y a comme contenu, la flore, la faune. Et donc, il fallait en contrepartie préserver une partie donc, de cet écosystème-là. Et donc, c'est pour cela que cette zone-là a été dédiée donc, à cet objectif-là de conservation et de préservation de la faune et de la flore. La construction du barrage proprement dite a débuté en 2013. Elle s'est faite en plusieurs phases. Le nettoyage des sites, la mise hors d'eau du chantier. Cette mise hors d'eau consiste à isoler le barrage grâce à des ouvrages de dérivation. Cette étape est suivie des travaux d'excavation, de terrassement, de la construction des routes de contournement et de la réalisation des fondations. Tous ces travaux ont abouti à la mise en eau du barrage le 13 février 2017. Une phase importante pour tester la capacité du bassin du lac créé par le barrage. Pour faire le barrage, il a fallu d'abord construire cette digue, construire les ouvrages de sécurité, donc l'évacuateur de crue, la prise d'eau. Mais pour pouvoir produire cette électricité, il faut faire les essais des unités de production. Avec la mise en service de la première turbine des 3 groupes électrogènes composant l'ouvrage ce 30 juin 2017, l'aménagement hydroélectrique de Soubré, le plus grand barrage de Côte d'Ivoire, entre en fonctionnement. La mise en service des autres groupes électrogènes du barrage devrait être progressivement réalisée d'ici fin septembre. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se félicite du travail abattu. C'est un grand jour, puisque ce projet attendu depuis 50 ans donc par les Ivoiriens commence à être une réalité, puisque nous venons de mettre en service 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. En octobre prochain, le président de la République sera là pour lancer complètement les 275 MW de Soubré et poser la première pierre du premier barrage en aval de Soubré. Donc c'est un grand moment et nous venons maintenant de mettre 90 MW sur le réseau électrique ivoirien. Merci. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré, avec une puissance installée de 275 MW, permettra de relever le niveau de l'hydroélectricité, de rééquilibrer le mix énergétique et de faire face à moindre coût à l'évolution croissante de la consommation nationale. Il devrait porter la capacité de production électrique nationale à 2200 MW. Un récit de Lansinish Bakayoko note que la prévision de production électrique à l'horizon 2020 est de 4000 MW. Le gouvernement vole au secours des victimes des pluies diluviennes qui s'abattent sur le territoire ivoirien depuis des mois. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mariatou Koné, a sillonné plusieurs communes et villages pour apporter des soutiens financiers, des vivres et des non-vivres aux populations sinistrées. Gabriel Zadi. Oundoussi, vendredi 30 juin.
La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant est attendue ici dans cette salle où se sont rassemblés ces hommes et ces femmes. Les visages sont graves, marqués par la fatigue. La pluie est passée par Ndoussi. Elle a fait 2 morts. À quelques kilomètres de cette localité troublée par les incessantes pluies, Tiasalé, la commune offre le même tableau. La journée du 24 juin, un samedi noir pour la commune, il a plu sans interruption 24 heures sur 24. Conséquence de pluie, le fils de cet homme a été emporté par l'eau. Ils étaient allés au champ pour aller chercher de la nourriture. Quand ils venaient, il pleuvait. En venant, ça, la pluie les a pris. Face au drame, la réaction du gouvernement n'a pas tardé. Certains parmi vous qui ont perdu des biens, des papiers, il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui malheureusement ont perdu la vie. Et en pareille circonstance, ce que nous savons faire le mieux en Afrique, et en Côte d'Ivoire particulièrement, c'est Yako. Kwakossou, dans le département de Divo, est sur l'eau. 2 morts, 50 habitations détruites, 48 familles touchées, plus de nourriture, plus d'eau potable, pas de documents administratifs. Tout a été enseveli dans l'eau. Et c'est ce marigot, ce voisin silencieux de Kwakossou, qui est à l'origine de ce que vivent les villageois. Je regarde, les maisons se cassent. Je prends les deux petits, je les mets sur la terrasse et dis, ah, les enfants, comme il y a ma femme et puis mes enfants, c'est enfants des gens, il y a les déposer d'abord, avant de me retenir pour venir vous prendre. Restez sur la terrasse, ne bougez pas. Donc je suis parti déposer les enfants. Je reviens, l'eau m'est arrivée là. Je crie, Kwadjo, Kwasibakan, je crie les noms, personne ne répond. Une crue exacerbée par les abondantes pluies de ces derniers jours. Les habitants de Kwakossou ne veulent plus cohabiter avec le dangereux marigot. On ne peut même plus rester là. Toutes les maisons sont cassées. Déplacer le village, une solution déjà envisagée par les cadres de la région. Les gens ne vont pas se déplacer complètement du site, mais on va voir les points qui sont un peu plus éloignés du fleuve, de sorte que les populations puissent s'installer. Nous allons donc les aider dans ce sens. Samedi 1er juillet, sur la route de Pont-Brimé, village situé à 10 km de San Pedro. La route qui mène à Pont-Brimé est elle-même brimée par la pluie. Son état de dégradation peut décourager toutes les bonnes volontés. Mais quand la ministre Mariatou Kone arrive à destination avec sa délégation, le constat est frappant. Il n'y a même pas 2 mètres entre là et ici. Le message de l'émissaire du gouvernement est aussi clair. Les populations doivent quitter les zones à risque. Notre objectif, c'est d'apporter le sourire aux populations et non venir toujours faire de la compassion. Donc il faut que les populations partent des zones à risque. Là où l'eau n'a pas encore fait de dégâts, mais où on sait que l'eau va faire des dégâts parce que c'est prévisible, il faut que les populations partent parce qu'on les a bien informés que ce sont des zones à risque. Les messages sont passés. Il faut que les populations soient relogées ailleurs. Le village de Pont-Brimé est situé entre les eaux, comme à Kwakossou. Ici aussi, le déplacement du village s'impose. Nous allons travailler avec les chefs, les propriétaires terriens, afin de pouvoir trouver des sites et faire déménager nos populations. Les préjudices subis par les populations sont énormes. La ministre de la Solidarité tient à rassurer les populations de la volonté du gouvernement de les soutenir, et ce, depuis le début des intempéries à Abidjan, comme dans les autres régions du pays. Nous avons apporté le réconfort aux familles de 7 personnes qui sont décédées, aux victimes de 217 maisons effondrées, à 103 blessés et à 433 familles sinistrées pour un montant total de 75 200 000 francs CFA pour cette deuxième phase. La corde de la solidarité de l'État ne sera pas rompue. Le gouvernement apporte certes de l'espoir et du sourire aux sinistrés, mais il ne saurait arrêter les effets pervers du changement climatique. C'est en cela que le déguerpissement immédiat des zones à risque se pose pour l'instant comme la seule solution viable. Gabriel Zanich, la localité d'Opuyo dans le département de Soubré a un nouveau centre de santé. C'est le fruit de la collaboration entre la communauté de Petit Bondoukou et l'organisation internationale Mars INC. Chantalé Oumora-Kandan. Composé d'un dispensaire entièrement équipé de logements,
de 8 latrines et d'un système de lave-mains, l'ouvrage est estimé à 50 millions de francs CFA selon les donateurs. Fruit de la collaboration entre la communauté de Petit Bondoukou et une institution internationale intervenant dans le social. L'objectif est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations productrices de cacao à travers la réalisation d'infrastructures socio-éducatives et permettre également aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Le délégué régional du Conseil Café Cacao, Fadiga Ndeye, a saisi l'occasion pour inviter les bénéficiaires à prendre soin de cet ouvrage. Réceptionnant officiellement les clés du dispensaire, le secrétaire général de préfecture de Méagui, Fofana Lelekbo, a traduit sa reconnaissance aux partenaires et les exhorte à poursuivre leurs actions de développement au profit des populations et du développement local. La coupure de ruban et la visite des locaux ont mis fin à cette cérémonie. Autre sujet dans cette édition, la 9e conférence du comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain CODEPA vient de s'achever au Zimbabwe. Elle a enregistré la participation de 26 États membres, dont la Côte d'Ivoire, représentée à cette rencontre par le ministre du Commerce et de l'Artisanat. Récit de Traoré Mahama. Bulawayo, deuxième plus grande ville du Zimbabwe, hôte de la 9e conférence des ministres du comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain, CODEPA. Une seule question sur la table de ces 2 jours de travaux, les politiques nationales, régionales et continentales de développement et de promotion de l'artisanat dans les États membres du CODEPA de 2010 à 2015. Le constat est clair, l'artisanat occupe encore une faible place dans les économies africaines. Sur le continent, la moyenne est d'environ 10% du produit intérieur brut, PIB. En guise de solution pour l'essor du secteur de l'artisanat en Afrique, le CODEPA plaide pour une forte implication des chefs d'État. Et pourquoi pas choisir le développement de l'artisanat et des petites entreprises comme thème de l'un des sommets de l'Union africaine en 2018. La rencontre de Bulawayo milite également pour une reconnaissance officielle du CODEPA par l'organisation panafricaine. Un combat qui sera désormais mené par le Zimbabwe, qui succède à la Côte d'Ivoire à la présidence en exercice du CODEPA. Comme bilan de ce mandat d'1 an, le ministre ivoirien du Commerce et de l'Artisanat, Souleymane Diarra-Souba, a relevé la mutualisation des bonnes pratiques entre États membres et l'extension de la protection sociale aux artisans, décidée en avril 2017 par le comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'emploi et le travail. Cette 9e conférence des ministres a enregistré une nouvelle adhésion au CODEPA, celle de l'Afrique du Sud, première puissance économique du continent. Traoré Mahama, et terminons avec cette information. L'Arabie Saoudite et ses alliés, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont annoncé ce lundi matin avoir décidé, à la demande du médiateur koweïtien dans la crise du Golfe, de prolonger de 48 heures l'ultimatum fixé au Qatar pour répondre positivement à leur liste de 13 demandes, entre autres réduire la coopération entre le Qatar et l'Iran. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.